Wir haben mehr erreicht als die Parteien vieler anderer Länder. Wir stehen viel mächtiger da, brauchen nicht mehr aus dem Untergrund zu agieren. Wir haben die Möglichkeit, uns offiziell zu betätigen, ja in Grenzen zugegeben. Aber bei jeder Wahl bisher konnten wir unseren Stimmenanteil vergrößern. Aber das weiß Rosa doch auch. Aber gerade deshalb haben wir viel mehr zu verlieren. Und das ist es, was Rosa nicht einsehen will. Was habt ihr denn erreicht? Dass die Gewerkschaften entscheiden und die Massen nicht mehr gefragt werden. Die Massen haben uns die Stimmen gegeben. Die Massen haben die Nase voll von eurem Parlamentarismus. Sie wollen, dass die Partei den Ereignissen vorausgeht und nicht von ihnen geschleift wird. Wir können keinen Massenstreik ausrufen, solange er sich nicht als notwendig anbietet. Sobald die Situation reif ist, werden wir auf dieses Mittel nicht verzichten. Im Moment glaube ich allerdings auch, dass wir durch zu große Ungeduld eher verlieren als gewinnen werden, Rosa. Ich fürchte, nur überwechselt Geduld mit Bequemlichkeit. Geduld habe ich, wenn es sein muss, für 10. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Warum hat sich die Partei nur formal dafür eingesetzt? Lächeln, das gehört jetzt wirklich nicht hierher. Doch, Clara hat ganz recht. Ich habe dich von Anfang an gebeten, dich mehr um die Weibersachen zu kümmern. So ein gescheites, streitsüchtiges Weib wie du sollte sich zu ihrem Geschlecht bekennen. Und die große Politik den Männern überlassen, meinst du das? Tja, wenn sie dazu imstande wären, hätte ich ja nichts dagegen. Rosa ist nicht streitsüchtig, sie ist nur mutig. Das bestreiten wir doch gar nicht. Mut an sich ist noch keine Tugend. Was wir brauchen, ist Mut zur richtigen Zeit. Und den haben wir. Das verspreche ich dir, Rosa. Und ich verspreche dir, dich an dein Versprechen zu erinnern, August. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis en présence d'un philosophe et sociologue franco-brésilien que j'avais envie d'inviter depuis un certain temps, mais qui voyage assez régulièrement aux quatre coins de la planète. Actuellement, on a la chance de l'avoir avec nous à Paris et même avec nous en studio à hors-série. Bonjour Michael Laurie. Bonjour Manuel. Vous êtes donc philosophe, sociologue, je l'ai dit, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes aussi militant politique. Vous êtes l'auteur d'une œuvre extrêmement prolifique, qui, si je devais la résumer comme ça pour l'introduire en une idée, c'est une œuvre qui cherche à approfondir la tradition marxiste, tout en cherchant aussi à l'adapter aux défis, aux urgences qui sont les nôtres. Et donc, afin d'approfondir cette pensée marxiste, vous dialoguez avec des auteurs qui ne sont pas toujours très prisés justement des marxistes. Ça peut être le sociologue Max Weber, ça peut être des poètes, les surréalistes. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la question des rapports aussi entre art et politique. Vous avez aussi creusé la question de la religion à travers la théologie de la libération, le judaïsme libertaire. Voilà, vous empruntez des chemins de traverse qui ne sont pas toujours ceux en tout cas d'un certain marxisme orthodoxe. Et alors aujourd'hui, l'idée, c'était de discuter d'une penseuse et militante qui, pour le coup, est connue de beaucoup, Rosa Luxembourg, mais qui est, on en discutait un petit peu avant d'ouvrir l'émission, qui fait l'objet d'une certaine méconnaissance, voire presque d'un oubli, actuellement en tout cas en France. On fêtait, c'est pas le bon terme, on commémorait le 15 janvier dernier le centenaire de son assassinat donc, par des corps francs dans le contexte d'ébullition de la révolution allemande. Il y a eu assez peu de choses autour de Rosa Luxembourg en France, mais vous avez sorti il y a quelques mois donc, cet ouvrage aux éditions des Temps des Cerises, Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, qui est une collection d'essais que vous lui avez consacrés tout au long de votre œuvre. Et donc, on va revenir sur le personnage et la pensée de Rosa Luxembourg, afin de montrer, parce que c'est le point, en tout cas c'est un des points, il me semble, qui vous tient à cœur et qui ressort du livre, montrer comment cette pensée, forgée dans un contexte forcément différent du nôtre il y a plus d'un siècle, reste quand même une grande actualité pour les tâches de réflexion et les tâches militantes qui se présentent à nous. Alors, avant de plonger dans l'œuvre et dans la pensée, je voulais vous poser une
question introductive assez simple, c'était de savoir comment vous aviez découvert, rencontré ce personnage de Rosa Luxembourg, et peut-être aussi justement dans le personnage, avant de plonger dans sa pensée, qu'est-ce qui vous a séduit en elle? Bien, alors j'ai découvert Rosa Luxembourg au Brésil. Je suis né au Brésil quand adolescent, je devais avoir 15 ou 16 ans. Ma mère, juive de Vienne, avait apporté, quand elle venait au Brésil avec elle, quelques livres, dont des lettres de prison de Rosa Luxembourg. Donc ça, c'était une première lecture très, très impressionnante. Et peu après, un ami, lui aussi juif viennois, un peu plus âgé que moi, Paul Zinger, m'a apporté quelques écrits de Rosa Luxembourg qui avaient été traduits au Brésil. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ces écrits. Et je suis tout de suite tombé littéralement amoureux de Rosa Luxembourg, hein, du personnage, de son côté humain, de son destin tragique et de ses écrits, hein, de ses écrits traversés par cet esprit libertaire. Hein. Ça m'a tout de suite attiré. Et voilà, donc je suis devenu luxembourgiste, entre guillemets, c'est un terme qui n'existe pas, parce que ce n'est pas une pensée qui se prête à une systématisation dogmatique. Mais enfin, je me suis pris donc de passion, hein, une véritable passion, pour Rosa Luxembourg, qui traverse toute ma vie politique et intellectuelle. Voilà. Souvent, quand on énonce le nom de Rosa Luxembourg comme ça, un interlocuteur de passage, la première idée qui vient à l'esprit, c'est celle de ce mot d'ordre, cette alternative socialisme ou barbarie, qui a connu une belle postérité, qui a même donné son nom à un groupe français né dans les années 60 avec Castoriadis et Lefort. Qu'est-ce que cette idée, vous dites qu'elle vient de Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg elle-même dit qu'en fait, elle la reprend à Friedrich Engels, mais vous dites non, la paternité, ou plutôt la maternité de cette idée, c'est chez Rosa Luxembourg, et vous dites que c'est une idée qui marque vraiment un tournant, en fait, dans la pensée socialiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de cette alternative? D'accord. Disons que avant 1914, Rosa Luxembourg, comme la plupart des marxistes, était profondément convaincue que le capitalisme était condamné à s'écrouler par ses propres contradictions. Hein, il y a un mot qui revient souvent dans ses écrits, dans ceux de Kautsky et des autres, Zusammenbruch. Hein, c'est l'écroulement du capitalisme est inévitable, et donc la victoire du socialisme aussi. Hein, et on trouve aussi ça chez Marx et Engels. Hein. Bon, cette conviction va être ébranlée par la crise de 1914, quand tous les partis socialistes, au moins leurs dirigeants, vont adhérer à la guerre. Hein. Et comme elle écrira plus tard, ils ont remplacé prolétaires de tous les pays, unissez-vous, par prolétaires de tous les pays, égorgez-vous les uns aux autres. Hein. Donc là, elle comprend que cette idée de linéaire, disons, du progrès, qu'on va inévitablement vers le socialisme, c'est une illusion. Hein. Elle les comprend. Et un peu plus tard, en 1915, quand elle écrit en prison la brochure « Crise de la social-démocratie », qu'elle signe avec un pseudonyme, Junius, qu'on connaît comme la brochure Junius. Bon, c'est là où elle a introduit cette idée, socialisme ou barbarie, qu'elle attribue à Engels. Mais si on lit le texte d'Engels qu'elle cite, qui est de Anti-Düring, c'est pas la même chose. Hein. Engels dit, bon, si on veut pas que la société moderne périsse, il faudrait que la contradiction entre les forces et le rapport de production mène à une nouvelle société. Bon. C'est un peu rhétorique, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc je pense que c'est vraiment elle qui a, entre guillemets, inventé cette idée que le socialisme n'est pas inévitable, qu'il y a des bifurcations dans l'histoire, pour reprendre un terme de Daniel Ben Saïd. Et donc, le socialisme, c'est une possibilité objective, certes, mais il y a d'autres possibilités, notamment la barbarie. Et la barbarie, pour elle, c'est... Parfois, elle laisse entendre que c'est une espèce de retour en arrière à des mœurs d'avant la civilisation. Mais
plutôt, elle parle plutôt d'une barbarie moderne. Hein. Et là, elle parle, par exemple, de la guerre mondiale. Elle dit, voilà, qu'est-ce que ça peut être la barbarie moderne. Donc, je trouve que c'est une idée forte, socialisme, barbarie. Et je dis, c'est un vrai tournant dans l'histoire du marxisme, parce qu'avant, il y avait très fort, hein, aussi bien chez Marx, Engels que chez la plupart des marxistes, bon, l'idée que tôt ou tard, bon, le socialisme, c'est la prochaine étape dans l'évolution de l'humanité. Voilà, cette idée est quand même très enracinée. Et elle, pour la première fois, je pense, dans la pensée révolutionnaire, elle parle de cette ouverture. L'histoire, heureusement ou malheureusement, elle est pas décidée, elle n'est pas garantie, elle est ouverte. Et donc, les destins, la décision dépend non seulement des contradictions entre forces et rapports de production, mais du facteur subjectif, c'est-à-dire de la conscience des classes, de l'organisation politique, de l'initiative révolutionnaire, de l'avant-garde, etc., etc. Bon, des facteurs subjectifs. Bon, donc ça change toute la façon de comprendre l'histoire. C'est une rupture avec cette idéologie du progrès tellement qui imprègne tellement la pensée marxiste, la pensée socialiste, comme la pensée bourgeoise d'ailleurs. Hein. Et c'est une autre vision de l'histoire, c'est une autre vision de la lutte sociale où le facteur subjectif devient décisif. C'est un vrai tournant, c'est un vrai tournant, socialisme, barbarie. Et pour moi, le plus important dans socialisme, barbarie, c'est pas la barbarie, c'est où. Hein, socialisme ou, c'est-à-dire, ça peut être autre chose. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire socialisme ou catastrophe écologique, par exemple, hein, etc. Bon, donc voilà, je pense que c'est très important. Ce texte est vraiment un moment décisif dans l'histoire de la pensée socialiste, de la pensée marxiste. Et c'est Rosa Luxemburg qui a le mérite, disons, d'avoir ouvert ces tournants, cette nouvelle façon de concevoir l'histoire. Hein. Ce n'est pas juste un mot d'ordre, c'est une nouvelle façon de concevoir l'histoire. C'est elle qui l'a fait. À l'époque, justement, où elle réévalue comme ça à la hausse le rôle du facteur subjectif, de l'action politique, de la conscience dans la marche de l'histoire et dans la direction que va prendre l'histoire. Il y a aussi Antonio Gramsci qui, alors c'est quelques années après, c'est 7 ou 8 ans après, Antonio Gramsci, lui aussi philosophe et fondateur du Parti communiste italien, lui aussi emprisonné pendant alors encore plus longtemps, mais qui va développer aussi cette idée de l'autonomie et l'importance de l'action politique. Il y a des liens entre les deux. Est-ce qu'on sait si Gramsci a lu Luxembourg ou est-ce que, peut-être de manière plus générale, il y a un climat, une époque qui est propice à cette redécouverte du rôle de l'action politique par les marxistes? Oui, je dirais juste une chose. Rosa Luxembourg, même avant 14, elle insistait sur l'importance de la conscience des classes, etc. Mais, comment dire, elle disait... contre Kautsky, hein, elle disait, contre Karl Kautsky, elle disait, on ne va pas attendre les bras croisés que le fruit mûrisse, etc., et tombe tout seul. Il faut qu'on agisse pour accélérer les cours de l'histoire. Mais, alors, Kautsky répondait, mais pourquoi cette impatience? Puisque le cours de l'histoire, de toute façon, va vers le socialisme, bon, attendons que les conditions mûrissent. Donc, elle était un peu en position de faiblesse, parce que, bon, c'est donc à partir de 1915 que, effectivement, cette place du facteur subjectif est pleinement justifiée. Bon, Gramsci, maintenant, c'est, disons, le jeune Gramsci de 1917 à 1920-21, je dirais qu'il était luxembourgiste. Hein. Toutes ses analyses sont très proches de Rosa Luxembourg sur le rôle du mouvement des masses par en bas, la relativisation du rôle du parti, l'importance de la conscience qui se forme au cours de la lutte, etc. Il y a, disons, une affinité évidente. Il a certainement lu de textes de Rosa Luxembourg. Donc, il y a une affinité évidente entre le jeune Gramsci et Rosa Luxembourg. Bon, maintenant, les Gramsci des années 30, disons, des cahiers des prisons, c'est un peu différent. Hein, c'est déjà une autre conception, plus léniniste, je dirais. Mais effectivement, vous avez raison, effectivement, il donne une place très importante à la dimension proprement politique. Il refuse l'économicisme, il refuse les visions
déterministes, économicistes, positivistes. Donc là, bon, on peut dire qu'il y a encore une certaine affinité, mais disons, sur l'analyse du rapport entre le parti et les masses, bon, il y a un changement. Il y a un changement, disons, vers une vision plus léniniste. Alors, léniniste, de Lénine, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu quelle était sa position à cet égard? Oui, d'ailleurs, il y avait, disons, Lénine, notamment dans certains textes comme Kéfer, etc., il insiste beaucoup sur la séparation entre le parti et la classe et l'effet que les ouvriers par eux-mêmes ne peuvent pas accéder à une conscience socialiste, ils restent à un niveau économique, syndicaliste, et qu'il faut les intellectuels, etc., pour apporter le socialisme à la classe ouvrière. Bon, et il s'inspirait un peu du modèle jacobin de la politique. Bon, Rosa Luxembourg a critiqué ça, le jeune Trotsky aussi d'ailleurs, mais Rosa Luxembourg a critiqué ça dans un texte qui s'appelle, de 1904, qui s'appelle « Question d'organisation de la social-démocratie russe », en disant que non, que, disons, la lutte des classes est d'abord une affaire de grandes masses, que la conscience des classes, y compris la conscience révolutionnaire, se développe dans l'expérience même de la lutte, et que le parti a évidemment un rôle, mais qui n'est pas le rôle principal. Le rôle principal, c'est le mouvement des masses lui-même. Hein. Donc il y avait un désaccord entre les deux, qui va se manifester aussi plus tard. Hein. Voilà, donc entre la conception de Luxembourg et celle de Lénine sur le rôle du parti et le rapport entre le parti et la classe, les mouvements des masses, etc., il y a une différence. Hein. Et donc, Gramsci va évoluer d'une position plus luxembourgiste, entre guillemets, vers une position plus léniniste. Voilà. Sur le fait que la conscience révolutionnaire n'est pas une chose que la classe ouvrière aurait avant de se lancer dans la lutte, mais qu'elle acquiert progressivement justement dans l'action. Il y a une citation que vous donnez dans le livre et qu'on retrouve souvent de Rosa Luxembourg, que j'aime beaucoup. Je me permets de la citer parce que je trouve qu'elle dit, comme vous venez de le dire, beaucoup de choses. Les erreurs commises par un mouvement ouvrier vraiment révolutionnaire sont historiquement infiniment plus précieuses et plus fécondes que l'infaillibilité du meilleur comité central. Ça, voilà, c'est ça c'est toute sa philosophie politique qui va se exprimer aussi pendant la Révolution de 1905, où elle participe en Pologne, et où elle va écrire ce texte important qui s'appelle « Grève des masses, partis et syndicats », où elle, en s'appuyant, mettant sur l'exemple vivant de la Révolution de 1905 en Russie, dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, cette masse de travailleurs, d'ouvriers, de soldats, parfois des paysans, etc., qui va se mobiliser et qui va découvrir dans la lutte, dans l'expérience de lutte, de l'affrontement avec le pouvoir, etc., qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la domination des classes, et pourquoi il faut une révolution. Bon, tout ça, c'est dans l'expérience pratique. C'est ce que j'appelle la philosophie de la praxis chez Marx et chez Rosa Luxembourg. Donc, c'est quelque chose de central dans sa pensée, que c'est dans la pratique que les choses se décident, c'est dans la praxis, dans l'expérience pratique de la classe que la conscience des classes peut avancer et, dans certains cas, atteindre la conscience révolutionnaire. Évidemment, le parti a un rôle, il peut contribuer à ça, etc. Mais enfin, l'élément décisif, c'est l'expérience pratique des masses elles-mêmes. Alors, je le disais au début, pour vous, il ne s'agit pas seulement de faire de l'exégèse des textes de Luxembourg, voilà, par goût herméneutique, mais de montrer vraiment l'actualité de sa pensée. Et en quoi cette alternative, cette conception aussi ouverte de l'histoire entre socialisme ou barbarie, elle continue de nous parler aujourd'hui. Je vous pose la question parce que au moment où Rosa Luxembourg écrit, le socialisme, effectivement, c'est quelque chose, je veux dire, on est en pleine ébullition ouvrière, révolutionnaire, que ce soit en Allemagne, mais aussi en Italie, en Russie bien sûr. Enfin, on sent que le socialisme est une perspective pas si loin de nous. Et puis, si on regarde l'autre pôle, la barbarie, pour elle, la barbarie à l'époque, alors on ne sait pas exactement ce qu'elle entend par là, mais elle pense sûrement en partie à l'avènement d'une guerre mondiale, en tout cas d'une guerre fratricide pour les travailleurs. Aujourd'hui, en quoi cette alternative elle reste pertinente? Qu'est-ce que ce serait notamment la barbarie, j'imagine,
j'imagine que vous avez parlé de la catastrophe écologique, qu'elle prend peut-être de nouveaux visages actuellement. Qu'est-ce que... Oui. Bon, d'abord, je voudrais juste revenir un moment en 1915, quand elle écrit « Socialisme, barbarie ». C'est un moment terrible pour le socialisme. Le socialisme semble être disparu. Les socialistes tels que l'entendaient, le socialisme internationaliste, parce que pour elle, c'est essentiel. Le socialisme est inséparable de l'internationalisme. L'idée d'un socialisme national, ça ne l'intéressait pas du tout. Bon. Donc, le socialisme, au sens authentique, est par terre. Hein. Il est par terre, il est vaincu, il est réduit à une toute petite minorité qui va se réunir d'abord à Zimmerwald. Hein. Bon, mais c'est une toute petite minorité. La grande majorité des partis ouvriers, des partis socialistes, se sont ralliés à la guerre. Donc c'est un moment tragique pour le socialisme. Il n'est pas... Et là, bon, il y a un certain parallélisme avec notre époque. Bon, on n'est pas au milieu d'une guerre mondiale, on n'est pas... Bon. Mais une époque, disons, nous vivons aussi une époque où les socialismes internationalistes, révolutionnaires, démocratiques, libertaires, tout ce qu'on veut, bon, il est quand même minoritaire. Hein. Donc là, je vois quand même une ressemblance. Et son message, c'est, bon, même dans le pire moment, dans le moment de défaite, de régression, bon, on n'abandonne pas notre objectif. Hein. On continue à parier sur le socialisme. Il y a une espèce de pari pascalien, je dirais, même si elle n'utilise pas ces termes. Bon, mais on sait qu'il n'y a rien d'inévitable. Hein. Il n'y a rien d'inévitable. Et une des alternatives pour elle, c'est la barbarie. Et pour elle, la Première Guerre mondiale, c'est déjà une forme de barbarie moderne, hein, pas la barbarie préhistorique. Et évidemment, on peut dire que la défaite du socialisme en Allemagne en 1919 a ouvert la voie à une forme encore bien pire de barbarie, qui est le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, les génocides, etc. Donc, tout ça est en partie conséquence de la défaite du socialisme en Allemagne. Hein. Bon. Donc, elle a prévu, bon, évidemment, elle ne pouvait pas prévoir le nazisme, hein, personne ne pouvait prévoir ça, mais elle a prévu cette possibilité de la barbarie qui s'est malheureusement réalisée au-delà du pessimisme. Disons, on n'a jamais été assez pessimiste pour prévoir ce qui pouvait être le nazisme. Bon, à notre époque, malheureusement, bon, il y a, bon, disons, une menace de retour à la barbarie, pas sous la forme du nazisme, espérons-le, mais enfin, il y a une montée spectaculaire de l'extrême droite, raciste, xénophobe, intolérante, réactionnaire, nationaliste, etc., sous forme, dans certains cas, directement fasciste, dans d'autres semi-fascistes, néofascistes, mais enfin, c'est un phénomène planétaire. Hein. On le voit. Enfin, la moitié de la planète est déjà sous des gouvernements de cette couleur-là, hein, brune, hein, que ce soit Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil, la moitié de l'Europe, l'Inde avec Modi, le Japon avec Shinzo Abe, etc. On peut multiplier les exemples. Voilà. Donc, la menace de barbarie est très présente. Et, comme Rosa Luxembourg, je crois que la vraie alternative à cette barbarie, ce n'est pas le libéralisme capitaliste qui se présente maintenant comme étant l'alternative. C'est une fausse alternative parce que c'est justement le néolibéralisme qui crée les terreaux qui permet la floraison de ces plantes empoisonnées. Hein. Donc, la vraie alternative, c'est le socialisme. Bon, donc, nous sommes confrontés aussi sous une forme différente, évidemment, à cette alternative aujourd'hui, socialisme en barbarie, mais ça prend aussi d'autres formes. J'ai mentionné socialisme ou catastrophe écologique, qui, évidemment, Rosa Luxembourg n'a pas prévu. Hein. Bon, elle ne pouvait pas prévoir, c'est pas... La question écologique, à son époque, ne se posait pas de façon aussi décisive qu'aujourd'hui. Donc, on ne trouve pas réponse à tout dans les écrits de Rosa Luxembourg, évidemment. Hein. Voilà.
cette vague brune qui a effectivement gagné la moitié des pays du globe. Comment est-ce que quel facteur vous identifiez pour expliquer sa montée? Vous disiez à l'instant qu'elle était en partie le fruit de plusieurs décennies de mondialisation néolibérale. Certains disent que c'est la crise de 2008 qui a fait monter comme ça en flèche l'extrême droite. Il y a ces facteurs-là. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment... Écoutez, moi, franchement, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication satisfaisante, pour moi en tout cas, de cette spectaculaire essor. Mais il y a plusieurs choses qui nous aident à comprendre, même s'ils sont insuffisants. Bon, effectivement, c'est la crise 2008. Elle explique beaucoup de choses. Je pense que la victoire de Trump a sans doute à voir avec ça. La désindustrialisation, chômage, sentiment d'insécurité des secteurs, vastes secteurs de la population. Excusez-moi. Mais ça ne suffit pas, parce que prenons l'Europe, par exemple. Les pays les plus affectés par la crise, c'est la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Bon, c'est les pays où la gauche ou le centre-gauche sont les plus forts. Bon, des pays beaucoup moins affectés par la crise, comme l'Autriche ou la Suisse, ben, c'est des pays où l'extrême droite est au gouvernement, elle fait partie du gouvernement. Hein. Bon. Voilà, donc la crise n'explique pas tout. Bon. Ensuite, il y a le fond, c'est le néolibéralisme. Bon, le néolibéralisme, la mondialisation, la globalisation néolibérale crée un terreau fertile pour ce que mon ami Ben Saïd appelait le panique identitaire. Hein. Notre nation est en danger, etc. Donc, il y a des réactions comme ça. Bon, mais c'est pas assez. Bon, il y a un autre facteur quand même qui est un certain échec de la gauche, des forces, disons, traditionnelles dominantes de la gauche. Les mouvements communistes qui étaient tellement attachés à la défense de l'Union soviétique, à l'identification avec l'Union soviétique, que quand ce modèle s'écroule, ben, le communisme hégémonique s'écroule aussi. Hein. Donc, ça, c'est... Et puis, il y a la social-démocratie qui s'est ralliée au néolibéralisme, donc qui a cessé d'être une vraie alternative, bon, avec de très rares exceptions. Bon, donc, cette faillite de force principale de la gauche, qui était le communisme pro-soviétique, et la social-démocratie, a créé un vide. Hein. Et en politique, la politique a horreur du vide. Donc le vide a été occupé par l'extrême droite. Bon. Mais toutes ces explications sont insuffisantes. Franchement, sont insuffisantes. Ça reste quand même quelque chose encore à analyser, à expliquer. D'autant plus que les conditions qui expliquent dans chaque pays l'essor de l'extrême droite sont très différentes. Hein. L'Inde n'a rien à voir avec le Brésil, hein, du point de vue culturel, religieux, même économique. C'est un autre monde. Hein. Bon, donc, c'est compliqué. Hein, c'est un phénomène complexe. Hein. Bon, Rosa Luxembourg nous donne des pistes, mais bon, il n'y a pas toutes les réponses dans ces écrits. Même au sein de ces gouvernements de droite qui ont pris le pouvoir sur les 5 continents, il y a des différences parfois assez notables. Quand on regarde Bolsonaro, vous êtes, je disais au départ, brésilien, Bolsonaro qui vient d'arriver au pouvoir au Brésil, quand on regarde un petit peu son discours notamment, il y a tout un discours anticorruption, il y a le fait qu'il assume complètement d'avoir un agenda néolibéral. Enfin, ce n'est pas des choses qu'on retrouve dans les droites et les extrêmes droites européennes, ça par exemple. Voilà, c'est ça. Il y a des différences dans chaque pays. Il y a des caractéristiques propres. Même Trump et Bolsonaro, il y a beaucoup de ressemblances. D'ailleurs, Bolsonaro se déclare un Trump tropical, mais c'est quand même très différent. C'est quand même différent. Et bon, paradoxalement, Trump est pas tellement intéressé par la gauche. Le danger communiste, il n'en parle pas. Hein. L'ennemi, c'est les Mexicains. Hein. Bon, le bouc expiatoire, c'est les Mexicains. Et Bolsonaro s'en fout des Mexicains. Et son ennemi, c'est le communisme, entre guillemets. On se demande quel communisme, parce que l'Union soviétique n'existait plus, la Chine n'est plus communiste.
Les partis communistes au Brésil, c'est très petit. Le Parti des travailleurs, qui est la force hégémonique de la gauche, n'a rien de communisme. Bon, mais Bolsonaro a fait campagne contre le communisme. Bon, il y a des choses comme ça. Un fantôme contre un fantôme. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Rosa Luxembourg dirait de ça, mais effectivement, nous vivons un monde très, très paradoxal. Alors il y a la question de comment on analyse la montée de ces forces de droite. Il y a la question aussi de comment on fait pour endiguer cette montée. J'imagine qu'il n'y a pas de solution toute faite ou de recette miracle, sinon ça se saurait. Mais il y a des pistes, des propositions. Il y en a une notamment qui aujourd'hui trouve un certain écho. C'est celle du populisme de gauche. On recevait Chantal Mouffe il n'y a pas très longtemps qui nous expliquait que pour elle, tout ça, c'est du populisme de droite et que donc, pour y répondre, il faut son espèce de miroir inversé du populisme de gauche, notamment qui va reprendre certaines recettes des populistes de droite, avec le leader, avec les passions, avec le thème de la patrie. Vous, quel regard vous portez sur cette proposition de... D'abord, je voudrais dire qu'est-ce que Rosa Luxembourg dirait de ça. Bon, Rosa Luxembourg dirait d'abord que les leaders ont un rôle à jouer, effectivement, mais un vrai mouvement révolutionnaire doit être un mouvement qui vient d'en bas. Un mouvement qui vient d'en bas et qui est démocratique au sens fort du terme. Et donc, l'idée que c'est quelques leaders qui vont mener la baraque, c'est quelque chose qui lui était très étranger. Et je pense qu'elle a raison. Et puis, elle se méfiait beaucoup des idées d'un socialisme patriotique, national, qui lève le drapeau de la nation, etc. Elle se méfiait beaucoup de ça, parce qu'elle croyait que le socialisme n'a de sens que s'il est internationaliste. Donc elle a cette conviction profonde qu'on ne peut pas séparer socialisme de l'internationalisme, et que, bon, elle a des textes très émouvants où elle dit « Ma seule patrie pour laquelle je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie, c'est l'international socialiste. » Bon, effectivement, elle a donné sa vie. Bon, donc, socialisme patriotique ou national, non, c'était pas de son goût, et je pense qu'elle a raison. Bon, cela dit, je dirais autre chose. Bon, c'est une problématique qui s'est posée moins à son époque, mais ça s'est posé beaucoup dans les années 30. Face à la montée du fascisme, les forces du mouvement ouvrier de la gauche doivent trouver le chemin de l'unité. C'est l'idée du front unique, l'idée du front unique. Bon. Donc, quelle que soit la critique qu'on a au populisme de gauche, aux héritiers du vieux mouvement communiste, etc., bon, il faut créer un front unique antifasciste dans tous les pays, à l'échelle globale aussi. Il faut qu'on crée un minimum d'unité pour résister à cette montée. Mais une unité du mouvement ouvrier, de la gauche, des gens qui se réclament du socialisme, l'unité avec les néolibéraux, le capital financier, non, ça c'est pas la bonne réponse. Mais cette idée de front unique des travailleurs, du mouvement ouvrier, des socialistes, je pense que c'est une idée juste, et ça inclut évidemment tous ceux qui aujourd'hui se réclament ou pas d'un populisme de gauche, etc. Ça fait partie. Donc il faut penser à ces fronts uniques. Je pense que c'est une tâche urgente partout, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, etc. Je reviens un instant parce que vous avez parlé de son internationalisme, une espèce d'internationalisme presque poussé dans ses ultimes conséquences, presque intégrales. Ça l'a amené d'ailleurs à refuser le mot d'ordre d'autodétermination des peuples, dans le cas par exemple précis de la Pologne d'où elle était issue. Contrairement à Lénine, elle n'était pas favorable aux revendications d'indépendance de la Pologne. J'imagine qu'aujourd'hui, le mouvement indépendantiste catalan, elle y serait plutôt hostile. Est-ce qu'elle irait jusqu'à se situer du côté du gouvernement de droite qui a remis par la matraque la Catalogne sous la dépendance de l'Espagne? Ça pose quand même des questions là-dessus. Bon, je dirais premièrement que personne n'est parfait. C'est-à-dire, même les plus grands penseurs marxistes, même Marx lui-même s'est trompé, Engels aussi, Lénine et Trotsky aussi, et Rosa Luxembourg aussi. Tout le monde, à certains moments,
peut se tromper. À mon avis, elle s'est trompée sur la question nationale. C'est-à-dire, son refus du droit à l'autodétermination n'est pas défendable. Je pense que sur cette question-là, Lénine avait raison. Donc, on ne peut pas nier aux nations, aux groupes qui se considèrent comme une nation, les droits de décider s'il veut un État indépendant ou pas, etc. Le marxiste, le socialiste ou le communiste peuvent dire, dans le cadre d'un processus d'autodétermination, on n'est pas pour l'indépendance, on est pour maintenir un cadre unitaire avec les autres. Ça se conçoit. Mais refuser les droits de la nation à son autodétermination, ce n'est pas démocratique. Donc il y a une espèce de contradiction, parce qu'elle croit profondément à la démocratie dans le processus révolutionnaire. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle elle va critiquer les bolcheviks, même si elle les soutenait, mais elle va critiquer en disant, si vous supprimez les libertés démocratiques, vous mettez en danger la révolution. Mais sur ça, il y a une contradiction, parce qu'elle nie ce droit démocratique à l'autodétermination des nations. Et je pense que ça s'applique dans tous les cas où il y a des questions nationales, comme la Catalogne et d'autres, les Kurdes, les Palestiniens, enfin on peut faire toute une liste. Bon, des questions nationales, ce qui n'implique pas qu'on soutienne les forces nationalistes, surtout si elles sont bourgeoises, comme en Catalogne, ni qu'on soit nécessairement pour l'indépendance, mais on est pour le droit de ces nations à choisir leur destin, c'est tout. C'est un principe démocratique élémentaire. Je pense que là, Lénine avait raison. Lénine disait, c'est comme les divorces. On n'est pas du tout pour que tous les couples divorcent, mais il ne peut pas avoir une relation amoureuse vraiment libre s'il n'y a pas les droits des divorces. Alors, voilà, maintenant, on ne va pas appeler tous les couples à se séparer. Je pense que c'est juste. Alors, dans la même brochure, celle de, je crois qu'elle date de 1918, sa brochure sur la Révolution russe, qu'elle écrit à nouveau en prison et où donc elle entame un débat avec Lénine et les bolcheviks. Et elle fait une critique des bolcheviks, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est quand même une critique bienveillante, fraternelle. Elle pense que c'est ceux qui sont allés le plus loin dans le processus révolutionnaire, puisque c'est une révolution victorieuse, mais ça ne l'empêche pas de pointer certains désaccords sur la question nationale, vous venez de l'exposer. Et il y a aussi un deuxième point auquel là j'ai cru comprendre que vous étiez plus sensible, c'est elle met en garde les bolcheviks contre déjà les premiers germes de glissement autoritaire ou en tout cas bureaucratique, et elle affirme cette idée extrêmement forte, et alors là je pense que ça peut encore nous parler aujourd'hui, que la révolution doit être un processus démocratique et les révolutionnaires doivent préserver les libertés fondamentales de la presse, de réunion, d'association. C'est ça l'idée, c'est une révolution démocratique. Oui, absolument. Je pense que c'est un texte très important. Je dirais qu'avec la brochure Junus, cet essai sur la révolution russe, écrit aussi en prison en 1918, est un des grands textes de la pensée révolutionnaire du XXe siècle. Un texte dont on doit s'emparer si on veut refonder un socialisme, un communisme ou un marxisme du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, d'abord, elle dit son soutien aux révolutionnaires russes, aux bolcheviks. Lénine et Trotsky, elle dit. Ils ont sauvé l'honneur du socialisme international en refusant de se rallier à la guerre et en osant, disons, prendre le pouvoir et commencer un processus de révolution socialiste. Donc, elle se situe, disons, dans une perspective de soutien aux bolcheviks et à la révolution d'octobre. Mais, en même temps, elle attire l'attention sur ce qui lui paraît être des dangers. Alors, une des critiques, c'est sur la question nationale. Là, je pense qu'elle s'est trompée. Une autre critique aussi sur la paysannerie. Elle était contre le mot d'ordre de la terre aux paysans. Bon, là aussi, je pense qu'elle a eu tort. Mais sur la démocratie, elle a vraiment... Elle avait 1000 fois raison, je dirais, en disant, bon, vous interdisez les autres partis, vous dissolvez l'Assemblée constituante. Bon, elle dit, vous avez un bon argument pour dissoudre l'Assemblée constituante. Vous dites, elle a été élue avant la Révolution d'octobre. Donc, les rapports de force ont changé. Très bien. Donc, convoquez une nouvelle Assemblée constituante, n'est-ce pas, avec maintenant, après la Révolution. Bon, voilà. Et puis, surtout, cette idée, bon, même les soviets, si dans le soviet, il y a un seul parti, ça, c'est pas la démocratie. Et on va vers une bureaucratisation.
Parce que la révolution doit être faite par les masses, hein, et pas simplement par un bureau politique, des dirigeants, etc. Donc, elle attirait l'attention sur les dangers de cette politique autoritaire. Et je pense qu'elle avait tout à fait raison. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser la révolution ou le communisme ou le socialisme sans démocratie, sans liberté. Ça, c'est fondamental. Je pense que ça, c'est aussi un des acquis qu'il nous faut intégrer dans toute vision du XXIe siècle de qu'est-ce que peut être un changement socialiste. Cette idée qu'il faut un pluralisme politique, une large démocratie, liberté d'organisation, d'expression, etc. Et voilà. Et bon, on peut pas. La liberté seulement pour le membre d'un seul parti, c'est pas la liberté, hein. Elle le disait, et je pense qu'elle avait tout à fait raison. Je pense que ça, c'est une des grandes contributions de Rosa Luxembourg à la pensée révolutionnaire. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, enfin, en tout cas des bolcheviks, mais oui. eux, ce qu'ils répondaient, c'est que c'était pas de gaieté de cœur qu'ils ont interdit l'opposition, qu'ils ont censuré la presse, mais c'est que ils étaient dans une situation d'urgence, avec déjà un début de famine, avec c'est toujours la guerre, il y a les armées contre-révolutionnaires, et donc c'est parce que les contraintes extérieures pèsent sur eux et menacent la possibilité même de mener la révolution à son terme, qu'ils ont été quelque part contraints par nécessité, mais pas par appétit bureaucratique, par désir bureaucratique, mais par nécessité. Ils ont été contraints de mettre en place ces restrictions de liberté démocratique. Oui. Non, cet argument, évidemment, a une certaine légitimité, hein. Sans doute, les bolcheviks étaient confrontés à une situation dramatique de contre-révolution, c'est la guerre civile, la menace des armées blanches qui voulaient restaurer un régime de dictature militaire, en fait, hein, avec le soutien de l'impérialisme américain, français, etc. Bon, donc situation très difficile, d'intervention d'armées étrangères. Bon, donc les bolcheviks étaient les dos au mur, hein. Donc effectivement, on comprend que pour se défendre, ils prennent des mesures draconiennes, hein. Par exemple, même la peine de mort. Au début, Lénine et Trotsky, ils ont aboli la peine de mort. Bon, ça suffit, on ne veut plus. Bon, après, ils l'ont restaurée. Bon, effectivement. Mais ce qu'il disait, mais Rosa Luxembourg, elle répondait à cet argument. Elle disait, bon, je comprends très bien que dans les circonstances où ils sont, ils ne peuvent pas établir une démocratie idéale, hein, ça je comprends. Mais le problème, c'est qu'ils font de nécessité vertu. Il dit, c'est ça la dictature du prolétariat, hein. Il faut la répression, sinon la dictature du prolétariat, c'est ça. Alors, il dit, non, la dictature du prolétariat, c'est le pouvoir de la classe du prolétariat, pas d'un parti ou de la direction du parti, du comité central d'un parti, hein. Voilà, donc, si vous dites, bon, nous sommes contraints à prendre ces mesures, mais nous savons que la dictature du prolétariat, c'est pas ça, et nous voulons, dès que les circonstances le permettent, rétablir les libertés démocratiques. Mais non, ils font, vous avez tort, dit-elle, de faire des nécessités vertus. Je pense qu'elle avait raison. Je voudrais qu'on reste sur ce thème de la démocratie, qui est quand même quelque chose qui traverse plusieurs de ses écrits, mais pas tant pour le rôle de la démocratie dans le processus révolutionnaire que pour ce qu'elle dit de la démocratie bourgeoise. Ah oui. Parce que là, c'est quand même intéressant. Elle endosse la critique que la plupart des marxistes font à la démocratie bourgeoise, à savoir que c'est une espèce de coquille vide, ou en tout cas que ces libertés formelles sont finalement pas grand-chose sans le contenu de classe, ou pour le dire encore plus simplement, la liberté sans l'égalité ou la démocratie sans le socialisme, finalement, c'est un leurre. Elle endosse cette critique, bon, qui est déjà en partie présente chez Marx, mais elle va plus loin que ça, et c'est peut-être ça, moi, qui m'a intéressé quand je vous ai lu là-dessus. Elle dit il ne faut pas non plus entièrement se débarrasser de la démocratie bourgeoise. Il faut savoir... ces libertés formelles, c'est quand même des libertés. Et parfois, on voit... alors là, j'anticipe un peu sur la suite, mais parfois, on voit que les bourgeois eux-mêmes, la bourgeoisie, est prête, quand elle est menacée, à sacrifier sa propre démocratie pour maintenir ses intérêts. Enfin, je veux dire, quand Pinochet arrive au pouvoir, quand
Franco arrive au pouvoir, quand Bolsonaro, quelque part, arrive au pouvoir, c'est bien la démocratie, enfin, c'est bien la bourgeoisie qui, pour défendre ses intérêts, se débarrasse de la démocratie bourgeoise. Et dans ce cas-là, ça peut être aux socialistes de défendre finalement les acquis de la démocratie bourgeoise. Est-ce que je résume bien l'affaire? Non, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Bon, elle attirait déjà l'attention sur le fait que la bourgeoisie, dans certaines circonstances, elle jette la démocratie aux orties pour défendre ses intérêts. Elle fait déjà ses diagnostics. Bon, et effectivement, elle a une analyse, je dirais, dialectique de la démocratie bourgeoise. D'une part, elle montre tout à fait clairement ses limites, et elle dit clairement que pour changer la société, il faut un processus révolutionnaire, il faut ce qu'elle appelle les coups de marteau de la révolution. Il ne suffit pas de démocratiser encore un peu plus ou de pousser les parlements jusqu'à, etc. Non, il faut le coup de marteau de la révolution. Bon, cela dit, donc, et elle montre tout à fait le limite de cette démocratie, et le fait que souvent c'est une coquille vide, une formalité, où le contenu n'est pas du tout démocratique. Mais en même temps, effectivement, comme vous l'avez bien dit, elle dit, bon, ces libertés démocratiques qui existent, ce n'est pas un cadeau de la bourgeoisie. Nous l'avons conquis par nos luttes, les luttes des travailleurs, les luttes de la classe ouvrière, les droits au suffrage, etc. Bon, tout ça, c'est des conquêtes qu'on ne veut pas abandonner. Et ce que nous voulons, ce n'est pas supprimer ces libertés formelles, mais donner un contenu, un vrai contenu économique, social, politique aussi, et c'est ça la révolution socialiste. Ce n'est pas la suppression des libertés formelles, mais transformer en de vraies libertés qui ont un contenu économique, social et politique. Voilà, donc c'est ça sa vision, et je pense que c'est intéressant. C'est justement une vision différente, aussi bien d'une certaine tradition communiste, surtout stalinienne, bon, qui disait, bon, la démocratie formelle, c'est un truc bourgeois qui ne nous intéresse pas, ou la vision social-démocrate que, voilà, cette démocratie, elle est très bien, il suffit d'aller un peu plus loin pour qu'on arrive à quelque chose de bien, qu'au début, ils appelaient socialisme, mais après, c'est disparu, bon, on ne parlait même plus de ça. Voilà, donc je pense qu'elle a une analyse originale, critique, effectivement, mais qui est riche, qui est intéressante. Ce que vous dites là, ça me fait penser aux Gilets jaunes et au référendum d'initiative citoyenne. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots pourquoi, sans être confus. Non, c'est que finalement, cette demande de référendum d'initiative citoyenne, c'est une demande institutionnelle, politique. Et donc, quelque part, on pourrait, en tout cas, moi j'ai vu certains intellectuels de gauche radicale, parfois marxistes, bon, pas besoin de donner de nom, mais regarder cette revendication du RIC des Gilets jaunes de manière un peu hautaine, un peu, enfin, pas forcément dédaigneuse, mais voilà, en disant ils s'égarent, ils sont effectivement en train de demander des choses qui ne mangent pas de pain, qui sont un peu formelles. Le vrai problème, c'est pas le référendum d'initiative citoyenne, c'est le capital, l'abolition de la propriété privée, l'égalité des salaires, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce que dit Rosa Luxembourg, qui m'a l'air de prendre en compte, elle, à la fois voilà, les libertés politiques, le suffrage universel, et qui peut-être aurait pris en compte le RIC si elle était là aujourd'hui, et en même temps, sans oublier les questions évidemment économiques fondamentales. On ne peut pas prévoir qu'est-ce que serait la réaction de Rosa Luxembourg. Mais oui, effectivement, elle était pour tout ce qui permet à la population de s'exprimer, d'exprimer ses désirs, ses volontés. Effectivement, probablement, elle aurait trouvé intéressant cette revendication du référendum d'initiative citoyenne. Mais en même temps, elle aurait pointé le limite de ça. Alors, dans la société bourgeoise, la bourgeoisie a les moyens de manipuler, de contrôler ces types d'initiatives. Et d'autre part, elle aurait dit, effectivement, les luttes pour de réformes démocratiques sont importantes, mais finalement, les choses se décident au niveau de qui a le pouvoir économique, qui domine les moyens de production, la question du capitalisme. Donc, elle aurait dit... disons que le rôle de socialiste, de marxiste, de révolutionnaire, c'est de participer dans ces mouvements, parce que les mouvements qui viennent d'en bas,
C'est ça qui est important, mais en apportant leur message, le message socialiste, le message anticapitaliste. Je pense que ça serait la réponse dans l'esprit de Rosa Luxembourg. À la fois de soutien, parce que c'est quelque chose qui a une dynamique authentique, populaire, qui vient d'en bas, et en même temps, les rôles de marxistes, c'est pas de rester en dehors en faisant des commentaires, mais de apporter d'une façon constructive, disons positive, leurs propositions, leurs messages anticapitalistes, disons, pour aller vite. D'accord, donc ce serait ça un peu une position luxembourgiste. Oui, bon, pas seulement. Je pense que des partisans de Lénine ou de Trotsky ou de Bakounine probablement seraient d'accord. Oui, d'accord. J'ai trouvé, en vous lisant, je suis tombé sur un débat, je ne le connaissais pas, mais un débat qui existait entre marxistes à l'époque de Luxembourg sur la question des barricades dans le rôle de la Révolution. Alors j'ai vu que, donc bon, pour rappeler quand même un petit peu l'idée de Rosa Luxembourg dans son texte « Grève de masse » de 1906, c'est que fondamentalement, la Révolution, ça passe pour être concret par une grève de masse, mais se pose quand même la question, parce que la panoplie des moyens d'action mis en œuvre en phase révolutionnaire ne se limite pas non plus à la grève de masse. On peut imaginer des manifestations ou autre chose. Et Rosa Luxembourg, elle accorde une certaine place aux barricades, et c'est intéressant parce que quelques années plus tôt, Engels, par exemple, en 1895, vous dites, il fait une préface à la lutte des classes en France de Karl Marx. Et Engels, lui, les barricades, il explique que c'est quelque chose de folklorique, d'inefficace, et puis surtout de tout à fait désuet, parce que, alors aujourd'hui, si Engels était là, il dirait sûrement que c'est encore plus désuet que ça ne l'était à l'époque, parce que faire une pauvre barricade avec 3 barrières et 2 voitures, quand face à vous, vous avez une armée qui a des fusils d'assaut, des grenades explosives, etc., c'est perdu d'avance. Qu'est-ce que... Oui. Non, d'abord, sur Engels, les textes d'Engels étaient beaucoup plus ambivalents. Simplement, il a été falsifié, c'est les termes, par la direction du Parti social-démocrate. C'est-à-dire, ils ont publié une version tronquée du texte. Et Engels, au début, était furieux. Et il les a menacés de le dénoncer, etc. Mais finalement, il a laissé tomber. Mais si on lit les textes originaux avant les coupures, on voit qu'il est beaucoup plus ambivalent. Il dit oui, les barricades peut-être dans certaines conditions, mais bon, c'est beaucoup plus ambivalent, première chose. Mais Rosa Luxembourg, quand elle parle de ça, elle ne connaissait pas la version originale, elle connaissait que la version tronquée. Donc elle dit, Engels disait ça, mais c'est quelque chose qui peut être valable à son époque, mais aujourd'hui, etc., les conditions sont différentes. Bon, maintenant, je pense que Engels avait raison à un niveau technique militaire, mais la question n'est pas technique militaire, c'est une question politique. Alors, la barricade, c'est pas seulement un moyen de lutte armée militaire, un rapport de force militaire avec l'armée, ça a un sens politique. Parce que, à certains moments historiques importants, confronté à une barricade, l'armée se divise, les soldats se divisent. Et ça, on l'a vu en France au XIXe siècle, les révolutions de 1830, 48, etc. C'est ça. Parce que les peuples s'est levé, les barricades, et les militaires n'ont pas voulu attaquer les barricades. Bon, à la Commune de Paris, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais par exemple, en Espagne, en 1936, les révolutionnaires, ils ont construit des barricades, mais ils ont fait autre chose, qui est aussi une forme de militaire, mais ils ont encerclé le caserne. Ils n'ont pas attendu que les militaires sortent. Non, ils ont encerclé les casernes et commencé à jeter des cocktails Molotov ou des grenades à l'intérieur des casernes en disant « rendez-vous ». Et les soldats ont discuté, etc. Et souvent, ils se sont rendus. Ils sont rendus parce qu'ils avaient peur, ils ne savaient pas combien ils étaient encerclés, etc. Bon, donc, à Barcelone, par exemple, c'est comme ça qu'ils ont gagné en juillet 1936, contre le coup d'État. Bon, donc, l'idée d'une action armée, disons, des masses, elle n'est pas absurde. Mais les barricades, c'est plutôt, plus que strictement militaire, c'est, disons, une affaire, c'est un symbole politique. C'est le peuple qui s'est soulevé, etc., qui est prêt à prendre les armes et à lutter. Bon, ça a un effet, pas toujours, mais parfois, souvent, sur
les forces armées qui se divisent, une partie de soldats refusent de tirer, etc. Bon, donc voilà, ça s'est passé en Russie aussi. Hein. Bon, voilà. Donc je pense que cette question, bon, c'est pas simplement la barricade, c'est qu'elle pose, c'est la question d'une action, une utilisation de la violence révolutionnaire par le masse insurgé, hein, sous une forme ou sous une autre. Genre, elle a posé ça sans fétichiser ça, sans dire, bon, etc. Pour elle, la chose importante, c'était, disons, la mobilisation des masses par la grève des masses, mais elle n'excluait pas l'utilisation des formes de violence révolutionnaire. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais ce que je me dis, c'est que, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les exemples là que vous citez, les armées en question, c'était des armées, la conscription était encore obligatoire, donc c'était des armées au sein duquel tout travailleur, tout homme majeur se retrouvait. Donc du coup, en fait, effectivement, on pouvait imaginer qu'une partie de l'armée se retourne et rejoigne et solidarise avec d'autres travailleurs qui étaient sur la barricade, alors que aujourd'hui, en France, mais aussi dans d'autres pays, on est désormais avec des armées professionnelles de métiers beaucoup plus réduites, et peut-être du coup que ce genre de scission au sein de l'armée est peut-être moins probable. Enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est possible. Mais bon, je ne sais pas. Hein, ça dépend des pays, des conditions, des circonstances. Hein. Il y a un point, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce avec quoi on a ouvert l'entretien, hein, socialisme ou barbarie, parce que vous avez dit barbarie aujourd'hui, la visage que ça pourrait prendre. Alors on ne peut pas le définir aujourd'hui, mais en tout cas il y a une coloration brune dans l'air, on peut imaginer ce genre de barbarie brune, on voit quand même assez bien à quoi ça pourrait ressembler déjà dans certains pays. Mais il y avait un deuxième visage potentiel de la barbarie, c'est tout ce qui concerne la question de la catastrophe écologique qui est devant nous. Je sais que c'est un thème sur lequel vous avez aussi beaucoup réfléchi, la menace écologique, et puis la possibilité d'y répondre par un projet éco-socialiste. Ça, c'était des choses, des réflexions dont il y avait déjà des prémices chez Rosa Luxembourg, ou c'est quelque chose, vous avez écrit un livre sur l'éco-socialisme, c'est quelque chose qui vous est propre et que vous avez été puisé chez d'autres auteurs, avec d'autres... Non, disons que Rosa Luxembourg avait une certaine sensibilité envers les animaux, par exemple. Hein. Elle ne supportait pas de voir maltraiter un animal. Elle dénonçait l'extermination de bisons aux États-Unis. Hein. Elle s'identifiait beaucoup avec les oiseaux. Donc, elle avait un rapport avec la nature. Hein. Mais elle n'avait pas une idée de la catastrophe écologique, parce que ça ne se posait pas à son époque. Hein. Donc, elle ne pouvait pas concevoir que c'est une question politique centrale. Elle avait cette sensibilité naturaliste, disons, ou écologique, si on veut. Mais ce n'était pas une question politique qu'elle posait. Hein. Bon, elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Bon. Chez Marx, on peut dire, il y a un peu plus. Hein. Chez Marx, il y a déjà un début de réflexion sur la destruction capitaliste. Il parlait de la fertilité de la terre, mais enfin, on peut élargir ça. C'est tous les thèmes de ce qu'on appelle la rupture du métabolisme. Hein. Bien. Mais chez Rosa Luxembourg, il n'y a pas cette réflexion. Bon, il y a cette sensibilité envers la nature, mais c'est tout. Bon. Non, je pense que l'écosocialisme, c'est un développement nouveau. Bon, ça s'appuie sur certains textes de Marx ou d'Engels et peut-être d'autres marxistes. Hein. Walter Benjamin, il y a des choses intéressantes, etc. Mais enfin, c'est quelque chose de relativement nouveau. Bon, l'écosocialisme apparaît à partir des années 70 dans des écrits, dans des Gortz, de James O'Connor, et après il y a Bellamy Foster, il y a Joel Covell, etc. Bon, il y a tout un courant qui va se développer à partir des années 70-80 et qui pose effectivement la question écologique comme un thème politique central pour le mouvement socialiste. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Et voilà. Voilà pourquoi je insiste que le marxisme, le socialisme, le communisme, comme on veut, ou la pensée révolutionnaire, la pensée critique, doit être une pensée en mouvement. Hein. Elle ne peut pas simplement répéter ce que Marx, Engels, Rosa Luxembourg, Gramsci, Trotsky, tous les autres ont écrit, qui est très important,
indispensable, mais on doit affronter des problèmes nouveaux. Ouais. Voilà. On est condamné à inventer des solutions pour des problèmes nouveaux. Voilà. Et alors parfois, pour inventer des solutions face aux problèmes nouveaux, il faut revenir très loin dans le passé. Ça, c'est quelque chose des écrits de Rosa Luxembourg qui sont très peu commentés, pas forcément les plus connus sur lesquels vous revenez. Hein. Oui. Elle s'est intéressée aux sociétés primitives et notamment à des sociétés avec des formes de proto-communisme. C'est quoi ça? Voilà, elle reprend un thème qui apparaît chez Marx, surtout chez Engels d'ailleurs, qui est l'idée du communisme primitif. Hein, c'est-à-dire qu'il a existé dans la préhistoire des formes de vie communautaire où la propriété privée, la domination des classes, l'État, etc., n'existaient pas. Bon, il pouvait y avoir des formes d'inégalité, peut-être entre hommes et femmes ou entre certains individus, mais pas des classes cristallisées avec un État, une oppression, l'exploitation, etc. Bon, ils appelaient ça les communismes primitifs. Et ils disaient, ça, c'est pas simplement la préhistoire, ça continue à exister. Par exemple, aux États-Unis, au XVIIIe, même au XIXe siècle, il y avait quelque chose qui s'appelait la Confédération iroquoise, des tribus indigènes de peau rouge, disons, de l'Amérique du Nord, qui avaient une forme d'organisation démocratique, confédérale, sans État, sans propriété privée. Bon, donc, voilà un exemple qu'il admirait beaucoup. Bon, ça, on trouve ça déjà chez Marx et Engels, et Rosa Luxembourg est un de marxistes qui va reprendre ça de façon très importante, notamment dans son introduction à l'économie politique, qui est le cours qu'elle donnait à l'école de formation social-démocrate, où il y a la moitié du cours, et donc du livre qui a été publié après sa mort, c'est sur le communisme primitif. C'est très étonnant. Elle ne commence pas avec la marchandise, le capitalisme comme chez Marx. Hein. Elle commence avec le communisme primitif. Et ça la passionne, ça l'intéresse. Et elle montre que ces communismes primitifs ou ces formes de communautés primitives, c'est un phénomène du monde entier, planétaire, hein, qui existait partout, y compris en Amérique latine. Et à un certain moment, elle parle de communisme inca. Hein. C'est très curieux, ça, parce que c'est un thème qui va être repris par le fondateur du marxisme en Amérique latine, qui est José Carlos Mariátegui. Bon, donc, cette idée, mais cette idée, pour elle, n'est pas simplement une réflexion anthropologique, c'est aussi une réflexion politique, dans deux sens. Premièrement, ça montre que la propriété privée et la domination des classes ne fait pas partie de la nature humaine. Hein. C'est le produit de l'histoire, et donc peut être supprimé aussi. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ces communautés primitives existent encore dans le pays de la périphérie du capitalisme, les pays colonisés et dominés par l'impérialisme. Et ces communautés, justement, résistent contre les conquêtes coloniales et impérialistes. Parce que ce que l'impérialisme et le capitalisme fait, c'est détruire ces communautés. Hein, et les remplacer par la marchandise, le capitalisme, etc. Donc, il y a une résistance. Et la résistance de ces peuples, disons, du Sud, on dirait aujourd'hui, disons, des pays colonisés du tiers-monde, etc., c'est donc une résistance de la communauté primitive contre le capitalisme. Et elle suggère à un certain moment une espèce d'alliance entre le communisme moderne des prolétaires des pays capitalistes avancés et ce communisme primitif, disons, des pays de la périphérie. Hein, et un peu une alliance contre l'impérialisme. Hein. Voilà, je pense que c'est des idées intéressantes et actuelles. Oui. Actuelles, par exemple, aujourd'hui en Amérique latine. En Amérique latine, qu'est-ce qu'on voit? Disons, des luttes paysannes, mais aussi indigènes, très importantes. D'ailleurs, pas seulement en Amérique latine, dans tout le continent américain. Ça vient du Canada, les États-Unis et l'Amérique latine. Les tribus indigènes sont en première ligne dans des luttes qu'on pourrait appeler socio-écologiques. C'est-à-dire les luttes contre les multinationales du pétrole, les pipelines, les compagnies minières, et le agrobusiness qui détruit les forêts, etc., en défense de la nature, en défense des forêts, en défense des rivières, des poissons, de la nature. Hein. Ils sont vraiment en première ligne. C'est eux qui se battent et qui parfois réussissent à vaincre. Hein. On a vu ça au Canada contre l'exploitation
du pétrole sale, comment ça s'appelle, tar sand, je ne sais pas comment on dit en français. On dit les boues, voilà, bon, enfin, c'est une forme de pétrole particulièrement polluante. Et contre un pipeline, c'est les indigènes du Canada. En Amérique du Nord, c'était les Sioux du Dakota contre le Extra Large Pipeline. Et en Amérique latine, en Amazonie, les tribus indigènes contre la destruction de l'Amazonie, etc. Donc, ils sont en première ligne. Hein. Et la cause, disons, cette cause pour laquelle ils luttent, la défense de la nature, c'est la cause de toute l'humanité. Parce que si on détruit l'Amazonie, qui est, comme on dit, le poumon de la planète, c'est les derniers grands puits de charbon, de carbone. Bon, si on détruit l'Amazonie, bon, les changements climatiques sera irréversible. Hein. Donc c'est une bataille qui nous concerne tous. Hein. Et ce sont ces gens-là qui, je ne sais pas si on peut appeler ça communisme primitif, mais enfin, des formes d'organisation pré-modernes, pré-capitalistes, communautaires, hein, égalitaires, de ces indigènes qui résistent au capitalisme, parce que le capitalisme détruit leur mode de vie, hein, est hostile à leur mode de vie. Et il y a aussi un conflit entre les spiritualités de ces indigènes, hein, et l'esprit du capitalisme. Hein. Il y a une contradiction là très, très violente. Bon, tout ça n'est pas chez Rosa Luxemburg, mais elle avait une certaine intuition qui est intéressante. Alors, vous parlez de spiritualité. On se dirige doucement vers la fin de cet entretien. Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée et vous allez me dire, je ne sais pas si elle est dans l'œuvre de Rosa Luxemburg. En tout cas, je sais qu'elle est centrale, en tout cas, elle est vraiment importante dans vos travaux. Hein. C'est la question de la religion et puis et de la foi et de la spiritualité et des liens entre ça et le marxisme. Vous avez écrit des textes. Moi, c'était les premiers textes que j'avais vus et lus de vous il y a un certain nombre d'années déjà. Des textes à la fois sur la théologie de la libération, mais aussi sur le judaïsme libertaire. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai noté comme ça, subrepticement, parler du pari pascalien que Rosa Luxemburg aurait fait sur le socialisme à une époque où tout semblait aller contre la foi, mais où pourtant elle a maintenu cette foi dans l'horizon socialiste. Voilà, chez vous, cet intérêt pour la religion, à quoi il répond? Est-ce qu'il puise aussi certaines sources chez Rosa Luxemburg? Disons, en tant que latino-américain, j'étais frappé à un certain moment par l'importance que prenait un courant religieux de gauche, qu'on appelle théologie de la libération, mais enfin, il apparaît avant même les travaux des théologiens, j'appelle ça le christianisme de la libération, qui apparaît au Brésil dans les années 60, il va s'étendre ensuite pour tout le continent, et va jouer un rôle très important dans toutes les luttes sociales, même les luttes révolutionnaires en Amérique latine, depuis dans les dernières 30-40 années. Bon, voilà, je me suis intéressé à ça. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas croyant, je suis juif, athée, entre guillemets, bon, marxiste. Mais je trouve que ça, c'est très important politiquement, socialement, moralement. Enfin, c'est quelque chose de très important. Donc, je me suis mis à étudier ça. Et, bon, j'ai constaté, disons, qu'il y a à la fois, disons, chose que Engels disait déjà, que les religions, les églises, etc., ne sont pas monolithiques. Elles se divisent en fonction des positions des classes. Une partie de l'Église soutient l'aristocratie, une autre partie soutient la bourgeoisie, et d'autres sont du côté des paysans et de la plèbe. Voilà. Et ça, on trouve ça en Amérique latine. Et voilà, donc il y a des courants très conservateurs, très réactionnaires dans l'Église. Il y a des courants modérés qui voudraient un peu de plus de développement, etc. Et il y a des courants très radicaux qui s'identifient avec les exploités, les opprimés, les pauvres, comme ils disent. Et pas du point de vue de la charité ou de la philanthropie, mais partant de l'idée que les pauvres, les travailleurs, les opprimés sont les sujets de leur propre libération, sont les acteurs de leur propre histoire. Et le rôle des chrétiens, c'est de participer à ce mouvement de haute émancipation des opprimés. Voilà, une idée très importante qui rejoint l'idée
du marxisme, de l'auto-émancipation des opprimés. Donc, ces gens-là, du christianisme de la libération, vont s'emparer du marxisme, certaines idées en tout cas du marxisme, et voilà, ça va avoir des conséquences très importantes en Amérique latine. Bon, maintenant, Rosa Luxembourg, pour revenir à elle quand même, évidemment, elle ne pouvait pas prévoir la théologie de libération, mais quand même, elle a un texte très intéressant qui s'appelle « Église et socialisme ». Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'on trouve dans le christianisme des origines, des évangiles et de pères de l'Église du 1er siècle, une critique très radicale de l'exploitation, de la domination, de l'argent, du pouvoir de l'argent, de la richesse acquise sur le dos de pauvres, etc. Bon, donc, un aspect très, très radical. Et, dit-elle, nous, les socialistes modernes, nous sommes les héritiers de cet premier christianisme. Tandis que les églises chrétiennes actuelles, protestantes ou catholiques, ont trahi ce message critique radical du christianisme et se sont ralliés à la bourgeoisie. Mais c'est nous les socialistes qui représentons, disons, la continuité avec ce message critique du christianisme originel. Je trouve que c'est une idée intéressante, venant d'autant plus d'une femme juive, athée certainement, pas matérialiste, mais qui a cette vision dialectique, disons, de la religion chrétienne. C'est intéressant. Une dernière question que je voulais vous poser, qui s'adresse à vous, philosophe, sociologue, qui vous êtes lancé depuis longtemps déjà, depuis votre thèse en fait sur le jeune Marx dans une entreprise de rénovation de la pensée marxiste, alors avec d'autres. Vous n'avez pas fait tout ça tout seul, et puis ce qui est intéressant en plus, c'est que vos travaux dialoguent en permanence justement avec ce qui s'est fait et ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est tout ça extrêmement riche. Et alors la question que je voulais vous poser, c'est, il y a un philosophe allemand, Ernst Bloch, qui l'auteur du Principe Espérance, qui à un moment fait une distinction au sein du marxisme entre deux courants, ce qu'il appelle le courant froid et le courant chaud du marxisme. Si je résume, en tout cas dans mon souvenir, le courant froid, c'est les marxistes qui font une critique économique du capital afin de décrypter les ressorts de l'exploitation. Et le courant chaud, c'est celui qui va davantage, alors ils ne sont pas contradictoires, mais c'est ceux qui vont davantage mettre l'accent sur le fait que le capitalisme nous a fait entrer dans un monde à la fois mercantile, utilitariste, un monde désenchanté d'où ont disparu des éléments comme le mythe, l'imaginaire, la poésie, la religion aussi, ce genre de choses. L'utopie. L'utopie, bien sûr. Est-ce que vous faites partie, Michael Lowy, de ce qu'on appelle, de ce que Ernst Bloch appelait le courant chaud du marxisme? Oui. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Ernst Bloch. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer. Bon, j'ai fait une interview que j'ai publiée. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour sa pensée. Bon, ce qu'il dit sur le courant froid et le courant chaud, c'est un tout petit peu différent. Il dit que chez Marx, chez les marxistes, il y a toujours la coexistence de deux, parce que les deux sont nécessaires. C'est-à-dire, le courant froid, c'est l'analyse scientifique, froide, objective de qu'est-ce que c'est le capitalisme, comment il fonctionne, quelles sont ses lois, etc. Et pour ça, disons, il faut cette froideur scientifique. Et les courants chauds, c'est l'espérance, c'est l'utopie, c'est tout ce dont vous avez parlé. Donc, il faut les deux. On ne peut pas se limiter à l'un et faire abstraction de l'autre, comme souvent a été le cas. Surtout en se limitant au courant, disons, au courant froid et en oubliant le courant chaud. Il faut les deux. Mais, et c'est ça le plus important, le courant froid est indispensable, cette analyse scientifique, mais il est au service du courant chaud. Il est au service de l'utopie communiste, au service de l'espérance révolutionnaire. C'est ça. Il n'est pas une fin en soi. Il est un moyen au service du courant chaud. Et ça, je trouve que c'est très important. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore, Michael Lowy, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je recommande encore vivement la lecture de votre ouvrage et de tous les autres. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Moi, j'ai une question. Oui. Et qu'est-ce que penserait Rosa Luxembourg de l'Union européenne? C'est sérieux?
je pense que comme internationaliste, elle aurait dit que l'idée d'une Europe socialiste, d'une Europe sociale, démocratique, au service du travailleur, etc., est une belle idée, que l'idée que l'État-nation, c'est la seule forme d'organisation est à critiquer, mais que l'Europe capitaliste néolibérale telle qu'elle existe, c'est une prison des peuples. Hein. C'est une prison des peuples à être rejetée et transformée par une action commune des peuples européens. J'essaie de traduire les idées de Rosa Luxembourg par rapport à aujourd'hui. Voilà. Merci. Super.